Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 4 avril. La mobilité de demain se prépare dans les Yvelines sur le camp de Satori à Versailles. L'Institut VDCOM travaille actuellement sur une trentaine de projets et des véhicules électriques ou encore autonomes. Toutes ces années de recherche ont été présentées ce matin devant la presse Entretien. La cybersécurité, une thématique devenue aujourd'hui incontournable un an après l'attaque mondiale au virus WannaCry. Le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École a inauguré officiellement aujourd'hui son BTS Cyberdéfense, une formation ouverte en septembre dernier. Enfin, avec les jours qui se rallongent et qui se réchauffent, les sorties en plein air reviennent. Pour vous donner quelques idées, l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines organise ses portes ouvertes le week-end prochain. On en parle avec notre invité. 400 km de bouchons cumulés ce matin en Île-de-France, conséquence de la grève dans les transports en commun, un mouvement perlé des cheminots de 3 mois contre la réforme ferroviaire. Après 2 jours de galère, un quasi-retour à la normale est prévu dans la journée de demain jeudi. En moyenne, 3 trains sur 4 sur l'ensemble des trains en Île-de-France. Prochaine grève à partir de dimanche et retrouvez tous les horaires de vos trains sur le site du Transilien. La formation est unique en France et en Europe. Depuis la rentrée de septembre, le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École propose un tout nouveau BTS, un cursus en cyberdéfense suivi déjà par une promotion de 32 élèves. Le BTS a été inauguré officiellement ce mercredi matin. Michael Midoro était sur place. Une première en France, l'école militaire de Saint-Cyr-l'École a inauguré ce mercredi 4 avril les locaux du BTS Cyberdéfense, une formation créée en septembre dernier qui a pour objectif de former des experts en informatique pour protéger des données. C'est une grande fierté parce que c'est une formation très innovante qui s'est bâtie en partenariat avec l'Éducation nationale et qui a réussi à produire une formation très spécifique qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Pour former ces 32 hackers en uniforme, un programme spécifique a été imaginé. On fait beaucoup d'informatique, de la programmation, du réseau, un enseignement spécifique en physique, mais également de la culture générale, des langues et une formation, une initiation aux techniques et à l'organisation de la cybersécurité. Ce cursus pourrait leur permettre d'accéder à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de terre ou au service de renseignement du ministère des Armées. La plupart du monde est interconnecté par l'information, par l'informatique. Donc je pense que c'est clairement le futur. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui. La section a déjà reçu près de 800 candidatures pour la rentrée 2018 pour seulement 32 places. Le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École qui est depuis quelques jours sous le feu des polémiques depuis les révélations le 23 mars dernier de nos confrères de Libération, des faits sexistes et d'humiliation d'un groupe d'élèves masculins d'une classe préparatoire à l'encontre d'étudiantes de l'établissement. Alain Godon, le proviseur du lycée militaire, réagit pour la première fois sur ces possibles dérives misogynes. C'est une information TV 78 au micro de Michael Elmidoro. C'est une polémique qui est née de l'identification de quelques élèves dans une classe très particulière de notre établissement. Le phénomène donc existe, il n'est pas niable, mais il est extrêmement marginal et ne s'étend absolument pas à l'ensemble des formations de l'établissement. Ces phénomènes sont identifiés, les personnes sont identifiées et les incidents sont traités actuellement et déboucheront sur des sanctions. L'actualité de ce mercredi est marquée encore par les difficultés dans les transports en commun. Vous en parlez tout à l'heure, 2e jour de grève pour les cheminots avant une nouvelle mobilisation dès dimanche. Pendant que la réforme de la SNCF fait débat, l'Institut VDCOM à Satori travaille lui sur le véhicule du futur, qu'il soit électrique ou autonome. Une trentaine de projets sont actuellement en cours. Nicolas Kirillovitz et Patrick Jacques de Dixmude. C'est donc la 5e année d'activité pour VDCOM, l'institut ici qui est basé à Satori. 5 années de recherche pour le véhicule du futur, le véhicule électrique, le véhicule autonome, aussi la mobilité de demain. 5 ans, l'occasion de faire le bilan avec le président Rémi Bastien. 5 ans, quel regard vous portez sur ces 5 ans? Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan? J'imagine que oui, forcément. Bonjour, alors très satisfait parce que on le voit tout au long de cette journée, les recherches qui ont été conduites dans les 4 dernières années produisent des tas de résultats. Je pense que ce qui est souvent le plus connu, c'est la mobilité véhicule autonome parce que c'est très à la mode. Mais on va plus loin que le simple véhicule. L'Institut regarde comment l'exploiter pour faire une mobilité partagée qu'on peut commander.
Le véhicule électrique, comme vous l'avez signalé, donc est incontournable sur la durée pour les questions de CO2, pour la qualité de l'air. Donc là, dans l'Institut, on a développé plein de briques qui vont accélérer le développement du véhicule électrique. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, bien cerné vos projets, vous travaillez sur une trentaine de projets. Mine de rien, tout le monde s'arrête, vous le disiez, sur le véhicule autonome, mais la priorité, c'est le véhicule électrique. Concrètement, où en sont vos recherches? Est-ce qu'on va avoir un véhicule VDCOM bientôt sur la route pour aller chercher le pain, pour partir en vacances? Alors, on va surtout avoir nos membres qui vont tirer profit de tout ce qu'on développe ici, puisque dans les membres, il y a les deux constructeurs français. Alors, ça étonne toujours les gens de voir que deux concurrents frontaux se mettent dans un même institut, mais ça marche. Et donc, ce que fait VDCOM, vous ne verrez pas de marque VDCOM, mais vous verrez des retombées dans les années qui viennent, y compris déjà, je pense, cette année, dans les gammes des deux constructeurs. Merci Rémi Bastien. Et donc, vous allez le voir ici, beaucoup de projets sont en cours. C'est assez impressionnant. On va vous montrer notamment quelle peut être l'interaction entre un véhicule autonome et un piéton. Et on va vous montrer aussi quelques-uns des projets de recherche assez marquants dans ces laboratoires. Et parmi ces projets de recherche ici à VDCOM, il y a les recherches sur la chaleur au sein de l'habitacle. Comment réduire cette température ou la rehausser pour ensuite consommer moins d'énergie. On est encore sur cette volonté éco-responsable, consommer moins d'énergie. On va poser la question justement au responsable du projet, Roch El-Khoury. Bonjour, expliquez-nous un peu votre projet de recherche, en quoi il consiste. Dans notre projet auxiliaire très basse consommation, on se focalise donc sur la consommation des auxiliaires. C'est tous les organes qui ne servent pas à propulser le véhicule. Sur ces auxiliaires-là, le conditionnement thermique de la cabine, donc le chauffage et la clim, c'est le principal contributeur. Donc quand on roule en ville, dans une température un peu extrême, on peut aller jusqu'à consommer plus d'énergie pour chauffer l'habitacle que pour propulser le véhicule. Sur les véhicules électriques, c'est très important sur l'autonomie parce qu'on n'a pas de perte à l'extérieur. Donc on est obligé de venir puiser sur l'énergie de la batterie pour réchauffer la cabine. Et comme on peut voir ici sur un cycle de roulage urbain de la Renault Zoé 41 kWh, à 20 degrés, on est à 360 km. Et quand on met la clim à moins 15, on peut aller à 180 km d'autonomie. Ce qu'on essaye de faire dans ce projet, c'est réduire l'impact de la gestion thermique de la cabine sur la consommation énergétique du véhicule électrique et sur son autonomie, tout en améliorant et ne pas sans dégrader le confort thermique des occupants. Parce que le but quand même, c'est pas de vendre des véhicules et des doudounes pour pas mettre le chauffage. L'un des grands enjeux de VDCOM ici à Satori, c'est d'imaginer le véhicule du futur, et ce véhicule sera forcément autonome et il faudra donc réfléchir à l'interaction avec les piétons. C'est le projet sur lequel travaille cette voiture là précisément, cette voiture Renault. Nous allons poser des questions aux chercheurs du projet, responsables du projet, et voir une démonstration pour voir comment cette voiture voit les piétons pour les éviter et les laisser passer tout de suite. Jean-Louis Onen est donc l'un des responsables de ce projet qui vise à voir comment la voiture autonome peut interagir avec les piétons sur la route. Jean-Louis Onen, expliquez-nous un peu comment marche ce projet, comment ça fonctionne concrètement, comment la voiture détecte le piéton au bord de la route. Donc en fait, la voiture autonome va utiliser les caméras, un système de lidar et de radar pour détecter le piéton. Donc nous, ce qu'on est en train de faire, c'est dans ce projet-là, c'est d'apprendre à la voiture d'estimer l'intention du piéton. Donc une fois que le piéton est détecté, en fait, la voiture va essayer de voir est-ce que le piéton va s'arrêter au bord de la route, est-ce qu'il est en attente, est-ce qu'il est engagé pour traverser, ou est-ce qu'il traverse, afin de prendre une décision. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous entraînez la voiture, vous entraînez à la faire réfléchir en quelque sorte ?
Oui, bien sûr, c'est ça. Nous, on apprend en fait à la voiture de détecter la posture des piétons et d'interpréter la posture des piétons. Donc pour cela, en fait, on fait des tests et à la fin de ces tests, on fait des traitements pour apprendre à la voiture de faire tout ça. Alors là, on a vu un exemple de ce projet. On a vu le piéton qui était au bord de la route, la voiture qui s'est arrêtée pour le laisser traverser. Ça, c'est combien d'années, de mois de travail pour réussir déjà à faire ça en phase de test ici à VDCOM? Donc ce projet a débuté il y a 1 an et demi. Du coup, maintenant, il nous reste encore beaucoup de temps pour arriver à détecter le piéton dans toutes les conditions possibles. Nous, on veut passer du piéton à la trottinette avec des enfants, en fait, les parents avec les enfants et tout ça. Donc, ça serait dans 1 an ou 2. Et ce matin, plusieurs présidents de départements étaient en visite justement à VDCOM à Satory, dont celui des Yvelines, Pierre Bédier, à l'occasion d'évoquer avec lui la polémique du moment avec Versailles et son maire François Demazière. Dans les colonnes du Parisien, l'édile d'hiver droite estime que sa ville est mise de côté par le département. Un traitement déloyal qui fait suite, selon lui, au refus de Versailles de travailler avec les Yvelines pour l'aménagement d'un nouveau quartier. Le département aurait notamment en répression retiré une subvention de 18 000 € à la Cité Royale. Des propos contrés par Pierre Bédier. Il assure qu'aucune commune n'est blacklistée. Écoutez-le au micro de Nicolas Kirillovitz. La ville de Versailles n'a jamais été ostracisée. Nous avons une vraie divergence de fond avec le maire de Versailles, oui, c'est vrai, et qui fait que nous n'accompagnerons pas sa politique puisque nous pensons qu'elle n'est pas bonne pour la ville de Versailles. Et les collaborateurs de Pierre Bédier envisageraient de faire appel devant la justice en cas de diffamation à son encontre. Vous avez déjà forcément entendu ce nom, LinkedIn, un réseau social professionnel qui met en avant les parcours et compétences de chacun. 14 millions de Français en sont aujourd'hui membres. À l'hôtel Le Louis à Versailles la semaine dernière, un événement a mis en relation les utilisateurs de la ville et des alentours, le LinkedIn local, une initiative au niveau mondial, un montage signé Sandrine Fonteil. Discuter, réseauter et échanger des cartes de visite dans une ambiance décontractée, c'est l'esprit des LinkedIn locales, un concept né dans les pays anglophones pour faciliter les rencontres et développer les opportunités professionnelles. Permettre à leur communauté de se rencontrer en offline, parce qu'on se rend compte que c'est des réseaux qui sont très vastes, on est parfois connecté à des centaines voire des milliers de personnes, et c'est des connexions qu'on n'exploite pas, donc le but c'est justement de permettre d'activer ce réseau. Une dizaine de villes en France adhèrent déjà au mouvement, Paris, Nice, Lyon et maintenant Versailles. Le premier LinkedIn local dans la ville a été organisé mardi 27 mars à l'hôtel Le Louis. Plus de 50 personnes habitant ou exerçant dans la Cité Royale et ses alentours ont participé à la soirée. Je me bats souvent contre Versailles, c'est le bel endormi. Or, on est une ville dynamique avec une population souvent active, des profils professionnels totalement différents. Et j'ai pensé que LinkedIn pouvait être un liant entre les différentes personnes. Et c'était vraiment l'occasion d'être ensemble, au-delà du simple profil LinkedIn. Chefs d'entreprise, DRH, communicants ou encore auto-entrepreneurs, les profils présents à ce premier LinkedIn local versaillais étaient variés. C'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et donc d'élargir notre réseau. C'est assez étonnant les profils complètement différents, mais qui peuvent apporter après, pourquoi pas, du business ou des nouvelles opportunités. On se retrouve beaucoup de Versaillais. Et c'est très agréable, on se connaît parfois de vue et c'est agréable de pouvoir échanger un petit peu. Un nouveau LinkedIn local est d'ores et déjà programmé à Versailles le mardi 26 juin, juste après le match de Coupe du Monde de football France-Danemark. On reste à Versailles avec ce rendez-vous incontournable à l'arrivée du printemps. Les fontaines du château reprennent vie. Les grandes eaux musicales rejaillissent dans les jardins. Mélanie Poquet sur des images de Michael Elmidoro. Unique. Beautiful, it's beautiful. C'est féerique. Majestueux. Fabulous. Amazing. Elles font toujours briller les yeux, ces grandes eaux du château de Versailles. Depuis plus de 350 ans, les 600 jeux d'eau débutent au printemps. Un ballet majestueux, préparé par les 13 fontainiers. C'est toujours la même émotion d'offrir le travail de l'hiver où tout a été entretenu et réparé pour que l'année 2018 commence avec de belles eaux et va durer toute la saison.
Au son de Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau et Marc-Antoine Charpentier, 55 fontaines et bassins s'animent. Parmi les nouveautés cette année, le bassin de Neptune. Le bassin de Neptune est un bassin qui est le plus vaste avec son système de fontaines anciennes de tout le château et un des plus vastes d'Europe, avec près de 150 mètres entre guillemets, de dénivelé de déroulé de fontaine. Par contre, comme il consomme énormément d'eau, il ne peut être mis en eau très rarement. Donc on a trouvé un système automatisé dans le centre du bassin, là où il n'y a pas de fontaine ancienne, pour proposer au public à cet endroit une activité hydraulique qui ne soit pas celle de la fontaine ancienne. Avec plus de 100 représentations, les grandes eaux et jardins musicaux sont une invitation à la promenade dans les pas du Roi Soleil. Un instant suspendu qui attire chaque année près de 12 000 visiteurs par jour. À Saint-Quentin en Yvelines, depuis le 31 mars, c'est la 6e édition de Babillage, un événement dédié aux tout-petits dans le réseau des médiathèques. Spectacles, tables rondes, ateliers autour de tapis sonores et sensoriels. L'offre est variée pour émerveiller. Présentation au micro d'Aurélie Ronze et Marion Ptac. C'est un focus sur l'album et le tout-petit. Et cette année, on va partir dans le thème objectif image. Donc voilà, tout va tourner, tous nos spectacles, nos animations, nos ateliers vont tourner autour de l'image fixe et de l'image animée. C'est un public pour la littérature, pour les albums, pour les histoires. C'est des enfants qui apprécient les spectacles et c'est des enfants qui rentrent très facilement dans le monde imaginaire. L'inscription est obligatoire. Toute la programmation est à retrouver sur le site internet des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Et dépêchez-vous, cet événement prend fin le 14 avril. Peinture, sculpture, photographie, une sélection d'œuvres différentes à découvrir à la salle d'exposition à Guyancourt. Leur point commun, ce sont toutes des œuvres d'artistes du territoire choisies par un jury de professionnels. Art Talent met à l'honneur les talents locaux, découvertes avec Camille Lambert et Nicolas Dandry. C'est quelque chose d'un peu apocalyptique, où les gens, les routes vont nulle part. J'avais envie d'un peu d'exprimer ça, une société où il reste quelques éléments de marketing avec des marques qui sont un peu omniprésentes, où tout est un peu sale, tout est un peu délavé, comme si c'était passé quelque chose, mais les gens continuent leur vie dans cette ville. C'est un petit peu ce que je voulais présenter, avec beaucoup d'influences bien sûr de science-fiction, de films futuristes, de diverses dystopies, d'où le nom de l'œuvre Dystopia. Une ville futuriste créée à partir de carton, de circuits imprimés ou de plastique, un univers foisonnant imaginé par Guillaume. Plusieurs mois de travail pour cet habitant de Guyancourt. Avec Art Talent, la ville lui donne l'opportunité d'exposer avec d'autres artistes du territoire. C'est notre 3e édition. C'est un concours d'art en direction des artistes locaux, professionnels et bien sûr amateurs. C'est vraiment divers, complètement toutes les esthétiques. Donc il y a de la sculpture, la peinture, de la photographie. Un mélange de techniques et d'émotions, des paysages épurés du désert de l'invité d'honneur Francis Tac aux créatures surréalistes d'Arnaud Schut. Ça c'est Chamanlal, c'est une photo faite à la base de farine qui ensuite, sur un portrait farine, je le mets en mode miroir et on obtient ce que j'appelle des bestioles. Je veux que chacun puisse partir un petit peu là où il a envie d'aller avec cette bestiole-là. De l'imaginer quelque part ou juste de l'imaginer, savoir ce qu'elle représente. Une sélection d'œuvres à découvrir jusqu'au 29 avril. Différents ateliers et rencontres avec les artistes sont prévus tout le mois. Un invité m'a rejoint en plateau, Vincent Couteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du pôle événementiel communication à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, l'île de loisirs qui organise ce week-end ses portes ouvertes. Ça s'appelle Tous à Lille, ça se déroule donc samedi 7 et dimanche 8 avril. On va parler du programme dans un instant. Déjà peut-être un mot de présentation sur l'île de loisirs pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle s'étend sur 6 hectares autour d'un grand plan d'eau. Alors sur 600 hectares. 600 hectares, oui. C'est important de le préciser, oui, effectivement. 600 hectares.
Voilà, donc effectivement, c'est la plus grande et la plus belle île de loisirs d'Île-de-France. 600 hectares de pleine nature avec le plus grand plan d'eau d'Île-de-France également. D'accord. Et vous pouvez y trouver toutes sortes d'activités pour tous, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé, pour les sportifs, pour les amoureux de la nature, pour les amateurs de sensations fortes, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors là, on est au début du printemps, il y a l'été qui va suivre, on est au tout début de la grande période, la grande saison pour l'île de loisirs, c'est ça? Oui, exactement. Là, vraiment, le mois d'avril, c'est le lancement de la saison. C'est aussi pour ça qu'on positionne ce week-end à ce moment-là. C'est vraiment pour inviter tous les Saint-Quentinois, les Yvelinois et même les Franciliens à venir découvrir cet espace-là, à venir découvrir les activités, puisqu'on s'est rendu compte que les Saint-Quentinois notamment connaissent l'île de loisirs, mais finalement ils ne se rendent pas compte du panel d'activités qu'on peut y faire. Donc c'est aussi pour les inviter à découvrir ça. On connaît l'île de loisirs, on l'appelle même d'ailleurs base de loisirs, c'est son ancien nom. Les activités sur place, en revanche, toute l'étendue d'activités, on ne la connaît pas forcément, c'est ça? Oui, plus de 25 activités qui sont proposées, ouvertes tous les jours, notamment pendant les vacances scolaires. C'est vrai qu'on soit une entreprise et qu'on veuille faire un team building ou un séminaire, ou qu'on soit un groupe scolaire, ou qu'on soit un particulier, qu'on veuille faire un footing ou visiter la réserve naturelle, vraiment il y a des tas d'activités à découvrir tous les jours. Alors c'est la deuxième édition de Tous à Lille, ça avait bien marché l'année dernière, c'est pour ça que vous le reproposez cette année? Tout à fait, ça a très bien fonctionné sur un week-end où on n'a pas une fréquentation trop massive, puisqu'on sait que sur les très beaux week-ends de mois de mai et juin, l'île de loisirs change un peu de visage et accueille vraiment énormément de monde. Là on a encore finalement une fréquentation toute relative, qui nous permet justement d'organiser ce genre de week-end et puis d'inviter les usagers à venir découvrir ce site dans un climat de quiétude. Alors pourquoi organiser ces portes ouvertes? Quel message finalement vous voulez faire passer là sur ces 2 jours de journée portes ouvertes? Alors le message c'est vraiment venez découvrir l'ensemble des activités de l'île de loisirs, venez aussi découvrir le village Ryder Cup, parce qu'on a la chance d'accueillir le village Ryder Cup sur ce week-end-là, et puis pourquoi pas allez voir régulièrement sur le site internet de l'île de loisirs, le compte Facebook de l'île de loisirs, parce que c'est qui s'affiche actuellement. Voilà. Le site internet en tout cas. Exactement, parce que c'est vraiment sur ces dispositifs-là qu'on arrive à mettre de l'information. Sinon on communique peu en dehors de l'île de loisirs, donc vraiment j'incite tous les usagers à se rendre régulièrement sur ces sites-là pour voir tout ce qui s'y fait. Alors parlons du programme, il est diversifié, varié. D'abord un village Ryder Cup, je vais y arriver, on va en dire 2 mots. Alors le village Ryder Cup forcément à quelques mois maintenant de ce grand événement qui va arriver à Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre, fin septembre. Oui, tout à fait, un événement à ne pas louper, mais qu'on ne pourra pas louper de toute façon, vu l'ampleur de l'événement. Voilà, la Fédération française de golf et la communauté d'agglomération ont un discours beaucoup plus léché que le mien sur l'accès au golf, et que finalement c'est une activité qui est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. En ce moment, on a même des portes ouvertes au golf Blue Green de l'île de loisirs, donc là aussi, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. C'est vraiment une super activité à découvrir, et puis là, il y aura tous les ateliers autour de la Ryder Cup avec réalité virtuelle pour découvrir les parcours du golf national, initiation au golf, etc. Donc, alors ça sera samedi et dimanche de 14h à 18h. Il y a aussi le Sky Park qui est proposé pendant ces portes ouvertes. Oui, exactement. Dans l'ancienne piscine à vagues qui est devenue aujourd'hui un espace événementiel, donc Sky Park qui nous a rejoint l'an dernier et qui propose une multitude d'activités hyper novatrices comme du pilotage de drone. Et là, en l'occurrence, il y a Sky Park avec le premier club de pilotage de drone de race, de course de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il y aura des démonstrations aussi de course, c'est vraiment hyper impressionnant avec des petits modules qui vont jusqu'à 130 km/h. Et puis un parcours de softball qui est aussi une des nouveautés de cette année proposée par Sky Park. Un troisième espace ouvert pour ces portes ouvertes, samedi et dimanche de 14h à 18h, le Sky Équitation. Oui, tout à fait, ce sera même toute la journée. Ils organisent un concours complet, donc c'est vraiment très impressionnant à voir. Vraiment, il y a plus de 200 participants. Donc là aussi, ça peut être... alors, il y a la partie baptême poney et balade nature qui seront ouvertes. Donc là, on ouvre des créneaux spécifiques sur la balade nature à cheval pour tout niveau. Et possibilité d'aller voir justement le concours complet se dérouler et puis voir un peu toutes les épreuves qu'ils peuvent proposer l'équitation. Et on retrouve bien sûr toutes les informations sur le site de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une dernière question, il nous reste un peu moins d'1 minute. Quelles sont vos espérances là avec ce début de saison printemps-été 2018? Quelles sont les espérances pour l'île de loisirs? Comme à l'image de notre nouvelle activité, le Benji Éjection, un beau décollage pour le mois d'avril, et puis vraiment une très belle saison avril, mai, juin surtout. Et puis évidemment un bel été pour proposer ce parc-là à tous les Saint-Quentinois. Merci Vincent Couteau d'avoir été avec nous. Merci à vous. Responsable du pôle événementiel et communication à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Avant de se quitter, c'est une tradition chaque année pendant le week-end de Pâques, le tournoi international Lucien
Palace était organisé par le Sky Rugby. Il s'est tenu samedi et dimanche à Elancourt. 21 équipes en lice réparties en 3 catégories, moins de 10, moins de 12 et moins de 14 ans. Et des clubs venus de toute la France, mais aussi d'Irlande et d'Allemagne. Propos recueillis par Nicolas Dandry. Oui, tout s'est bien passé. Le tournoi a été bien organisé. Le club a été très accueillant. Si on obtient plus de victoires, on sera encore plus content. Je trouve ça sympa. On rencontre d'autres équipes des Yvelines ou étrangères, comme là cette année des Allemands. C'est pas pareil d'avoir une équipe sur le terrain qui parle pas ta langue. Tu joues pas de la même façon, tu fais pas la même chose. Et puis on trouve ça super bien de voir arriver des jeunes d'autres pays et de voir qu'ils s'éclatent sur un plateau comme ça et qui sont contents de voir les belles installations d'Elancourt, de voir la culture française, le repas sympathique entre dirigeants et tout ça. Donc ça c'est sympa. Et ce tournoi a été remporté par le club de Maison Lafitte Poissy Saint-Germain pour la catégorie des moins de 14 ans, Plaisir pour les moins de 12 ans et un ex-aequo pour les moins de 10 ans entre Plaisir et Ponto Combo. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Une édition à revoir bien sûr sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.